J'aborderai directement la question, au fond, de la place de Robert Rosel dans le développement durable. Pour souligner le premier point qui m'apparaît important, c'est son extrême actualité. J'ai repris là quelques éléments du livre de 1971, Clés pour l'urbanisme, qui montre très très bien, je dirais, sa très grande capacité, c'est peut-être une de ses premières qualités, à avoir saisi les enjeux de la transformation de la planète dans les années 70, au moment où on met en place le premier ministère de l'Environnement. Et ce livre, Clés pour l'urbanisme, c'est une première grande réflexion sur la relation entre l'homme, l'urbanisme et l'environnement. Donc de ce point de vue-là, on est déjà, je dirais, dans une pensée en mouvement et dans une pensée extrêmement rapide, extrêmement efficace, qui critique déjà l'urbanisme issu, au fond, de ces années de croissance, des années 1950-1980. On verra, au fond, tout au long de cet exposé, je pense qu'on le verra tout au long de la journée, que Robert Rosel est un homme, permettez-moi l'expression, de coup de gueule. Et j'insiste là-dessus, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots quand il a besoin de dire ses vérités, et notamment vis-à-vis de l'administration de la reconstruction. Donc premier point qui sous-tend toute son œuvre, c'est la critique de l'urbanisme tel qu'il est fait, notamment dans ses dimensions technocratiques. Vous voyez la phrase, à la fin de la phrase, c'est un urbaniste qui soustrait à la machinerie, aux machinations du pouvoir, remis au contrôle des usagers, que la contestation permanente peut devenir un modèle révolutionnaire nouveau. Donc les mots sont excessivement forts. Je dirais aujourd'hui, quand on parle de révolution, on a perdu un peu le sens des mots. Je vais passer très vite sur sa biographie, puisqu'elle sera longuement explicitée. Je garderai un point qui m'apparaît important, c'est là aussi une démarche extrêmement originale, c'est d'avoir réussi à critiquer l'enseignement des beaux-arts pour suivre des études d'urbanisme. J'insiste là-dessus, c'est aussi quelque chose qui à l'époque est extrêmement novateur. Très peu d'architectes au fond participent dans la première constitution de l'enseignement de l'urbanisme dans les années 30-40. Un point important aussi, pour le comprendre, c'est peut-être la très grande influence culturaliste de l'urbanisme qui est enseignée à l'Institut d'urbanisme de Paris, notamment sous l'influence indirecte de Bachelard, de Bergson, bien sûr à travers des enseignements comme Marcel Poët, Maxor, qui posent la question de l'urbanisme comme humaniste, et de l'urbanisme comme étant un chirurgien et non pas je dirais un boucher, excusez-moi l'expression. Petit point important qui m'apparaît aussi, et ça je vous le lance, c'est une question que je pose, qui m'est apparue importante de relever, c'est ce travail sur, évidemment, les cimetières. Et pour ma part, en relisant un peu ces textes fondateurs sur cette réflexion, notamment dans l'urbanisme, on s'aperçoit, et c'est une question que je vous pose à la collectivité, au fond, on s'aperçoit que son enjeu sur son enjeu sur la reconstruction du sacré, au fond, la réinsertion du sacré dans la dernière demeure, m'apparaît être une possibilité ou une capacité de réinterroger le logement des vivants. Il y a une interaction là importante. Je trouve que peut-être on a sous-estimé cette relation entre l'habitat des morts et l'habitat des vivants. Refondre le sacré de la dernière demeure, réconcilier le monde des vivants et des morts, au fond, c'est en pensant à la dignité des morts que l'on peut penser la dignité des habitants vivants. Je pense que là, on a un point clé aussi de sa pensée qui méritera peut-être d'être exposé et d'être redéveloppé. Alors, Robert Rosel à pied d'œuvre dans un chantier qui est très important dans les années 30-40, c'est effectivement le fameux Paris des îlots insalubres. Et là, on voit, au contact de Grébert, on y reviendra sûrement aussi, comment il travaille de façon intelligente la question de l'îlot, notamment par la réadaptation de l'îlot intérieur à sa réhabilitation. On est déjà là aussi dans quelque chose qui est très loin de ce que l'on a connu dans les années 60, des opérations de rénovation urbaine, où il y a une prise de conscience du rapport historique entre l'histoire de l'îlot et sa modernisation. Je passe assez vite là-dessus. Pour en arriver directement aux reconstructions. Donc mon propos, là aussi, il sera en demi-teinte, c'est d'essayer peut-être de réfléchir avec vous sur le malaise, au fond, de Robert Rosel dans la reconstruction. Malaise parce que, bien évidemment, il prône déjà, on l'a vu à travers l'Institut urbanisme, un urbanisme humain, et la reconstruction devient, à partir de 1944, une opération, je dirais, de grands travaux, on pourrait le dire comme ça. Donc, Premier ministre de la reconstruction, Raoul Dautry, et Raoul Dautry, nommé par Général de Gaulle en 1944, se voit contraint, au fond, de dresser une reconstruction d'urgence. C'est un ingénieur, c'est un polytechnicien,
Et au fond, il souhaite évidemment une reconstruction qui passe par l'urbanisme, mais il se trouve dans la nécessité, je dirais, de gérer de la pénurie. Donc, première contradiction peut-être importante, c'est au fond un système technocratique qui se met en place, un ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, qui est plus reconstruction qu'urbanisme, dans lequel Ozell va lui-même sentir bien évidemment les limites. Alors, les critiques de Robert Ozell apparaissent très très vite, hein, vous les voyez, là je vais aussi aller excessivement vite. Première critique, c'est évidemment l'application des thèses modernes, ou le renvoi, je dirais, à la charte d'Athènes de Le Corbusier. Deuxième critique importante de fond, c'est cette critique de cette reconstruction sans perspective, une reconstruction de la pénurie. Critique du processus technocratique de la reconstruction, puisque effectivement il y a le déficit cumulé des logements qui n'ont pas été faits pendant les années 30, la loi sur le blocage des loyers qui a empêché la construction et le déficit de logements de la reconstruction. Donc au fond une procédure technocratique très centralisée. Et vous voyez la dernière phrase qui le caractérise bien, enfin le mot qui le caractérise bien quand même, qui est très violent pour l'époque, hein, je veux dire. C'est le côté rebelle de Robert Ozell, hein, du manque d'ambition dans le traitement des camps de la mort lente que sont les logements insalubres. Hein. Son expression est de lui, les camps de la mort lente. Hein. Vous imaginez ce que ça signifie aussi pouvoir sortir cette expression en 1945. Alors, son projet, donc, être partisan d'un service public de l'urbanisme, et là, on voit apparaître un des leitmotifs importants de son existence, c'est-à-dire, effectivement, réfléchir les conditions de la reconstruction, en réfléchissant bien évidemment le rapport au local, les contingences locales, et puis bien évidemment la place aussi des usagers qui va devenir fondamentale. Donc il critique le système bureaucratique du MRU, il demande une gestion de l'urbanisme au niveau local, alors qu'évidemment on est dans la reconcentration des pouvoirs au niveau de l'État, et demande aussi quelque chose qui reste d'actualité aujourd'hui, la lutte contre, je dirais, la sectorisation des politiques publiques en matière d'urbanisme et d'aménagement. Hein, il critique le fait qu'au fond le maire devient un jongleur de subventions et n'est pas quelqu'un qui peut fédérer un projet culturel de l'urbanisme. Alors, je reviens au dernier ministre de la Reconstruction, enfin les deux grands, bien sûr il y en a entre-temps plusieurs, qui est Eugène Claudius Petit, pour là aussi juste vous pointer du doigt peut-être aussi les contradictions qui vont apparaître entre la pensée d'Ozell et la pensée de la Reconstruction. Eugène Claudius Petit, donc ce n'est plus du tout un profil, je dirais, de polytechnicien, c'est un profil de résistance, c'est un profil, je dirais, comme il aimait lui dire lui-même, c'est un ébéniste au départ, c'est quelqu'un qui accède à la politique par, évidemment, son engagement dans la résistance auprès de Gaulle, et c'est quelqu'un qui est très rapidement séduit, on le sait, dès 1941-42, par Le Corbusier et la charte d'Athènes, et qui met, au fond, qui veut inscrire la reconstruction dans une espèce de renaissance gaullienne, alors les mots sont très bien, mais dans lequel le cœur de son débat va être l'application de la charte d'Athènes. Application de la charte d'Athènes à grande échelle et en même temps engagement de tout un processus technique évidemment de rationalisation du BTP, d'une omniprésence et puissance de la direction de la construction, hein, qui est important aussi de le signifier par rapport à une direction de l'urbanisme, et qui évidemment va mettre à l'écart les architectes des beaux-arts. Donc là, on voit aussi, je dirais, apparaître un discours très très modernisateur, mais un discours qui évidemment évacue au nom de la productivité la question même de la qualité architecturale et qui pose au centre la question de la standardisation du bâtiment et des travaux publics. Alors évidemment, on ne peut que comprendre, j'allais dire, du point de vue de Robert Ozell, la critique qu'il émet. Et les critiques sont complexes peut-être pour Robert Ozell. Il se situe dans une position sûrement difficile parce que, au fond, ce qui le lie d'une certaine façon à Claudius Petit, c'est des convictions communes, des convictions chrétiennes très fortes, un devoir social, la conscience que l'architecte a une mission sociale, et évidemment, il est un peu pris, j'allais dire, il me semble être pris dans ce jeu de contradiction entre ses fonctions officielles et le cadre de la reconstruction. Mais, en tout cas, il conteste d'une certaine façon l'action de son ministre. D'abord, vous voyez les points d'en bas. Hein. Premier point, la critique de l'industrialisation du bâtiment, notamment de son point de vue à travers la baisse des normes dimensionnelles des logements, la critique d'un urbanisme de la productivité, qui efface la question des études préalables, qui efface la complexité de la pensée urbaine, la dimension dirigiste de cet urbaniste, hein, qu'il considère être conduit contre les populations, du moins sans leur consultation, et l'oubli de l'homme, de sa stature et de sa culture. Alors, la condamnation de la charte d'Athènes, je vais vous citer une phrase, on peut en trouver d'autres, bien sûr, qui est intéressante. Hein, voilà ce qu'il dit. La charte d'Athènes a joué un certain rôle. Si la décomposition de la vie urbaine en 4 fonctions principales, habiter, se recréer, le corps et l'esprit circuler, est utile lorsqu'il s'agit d'analyser les faits, donc on peut l'utiliser comme un mode d'appréhension d'une réalité,
elle devient dangereuse par une application systématique. C'est très clair. C'est-à-dire on retrouve l'esprit fondamental de Robert Rosel qui est effectivement de penser l'urbanisme dans son destinée humaine. Donc de critiquer au fond tout ce qui est de l'ordre de la modélisation, de la systématisation. Et puis bien sûr plus tard, vous voyez les mots qu'il emploie, sont encore des mots très durs, puisqu'il qualifie la reconstruction française de faillite au sens du terme. Alors, question que je pose là aussi à l'Assemblée, est-ce qu'il ne faut pas considérer ces années 50, notamment d'une certaine façon, comme une forme de repli? Est-ce qu'au fond, Robert Rosel, qui n'a peut-être pas été entendu à sa juste mesure, est-ce qu'il ne s'est pas replié? Et c'est la question que je pose à la fois en termes d'enseignement. Est-ce que l'enseignement n'a pas été pour lui peut-être le moyen de se ressourcer et de prendre des distances face à une machinerie qu'il condamne? Est-ce que la Cité de la Plaine à Clamart, dans ses évolutions, n'est pas aussi le cadre formidable pour lui d'expérimenter quelque chose en dehors du ministère? Est-ce que les plans d'urbanisme ou le plan d'urbanisme de Tahiti n'est-il pas le moyen aussi de quitter un peu ce monde-là? En tous les cas, ce qui est très intéressant à observer, c'est que Eugène Claudius-Petit ne lui tient pas rigueur de ses prises de position, et il le convoque notamment pour travailler sur le cimetière, l'extension du cimetière de Firminy, au moment où Claudius-Petit quitte le ministère et devient maire de Firminy et s'engage dans l'opération de Firminy Vert, qui est faite avec des architectes modernes, bien sûr, mais aussi avec Robert Rosel. Alors ce qu'il faut retenir, je crois, enfin moi ce que je retiens et qui m'apparaît important pour les réflexions sur le développement durable aujourd'hui, c'est effectivement deux choses importantes. C'est la position éthique de l'urbanisme. C'est de penser évidemment que l'urbanisme est un savoir qui peut pleinement participer à la question de la durabilité, mais qui peut y participer dès lors évidemment qu'il réfléchit ou qu'il engage une réflexion sur le rapport entre l'homme, son bien-être et ses conditions de vie. Et c'est ça qui m'apparaît important. Donc ça veut dire que dans sa position éthique de l'urbanisme, il y aura toujours une position critique de ce qu'il considère être comme dogmatique. Critique, on le voit, des enfants de Le Corbusier. Critique de l'urbanisme des mégastructures qui commence à se développer dans les années 60. Critique de Yona Friedman, des Peter Cook. Critique, c'est très intéressant pour la question de la durabilité aujourd'hui, de la recherche absolue de la mobilité comme valeur extrêmement positive, en disant, mais au fond, est-ce que cette extension de la mobilité ne nous engage pas vers une destruction du territoire au lieu d'un aménagement du territoire? C'est une question aujourd'hui qu'on repose, la limitation des mobilités. Question fondamentale aujourd'hui, évidemment, qu'il nous pose et qu'il a senti, c'est la question de la réversibilité des processus d'aménagement. C'est-à-dire dans quelle mesure peut-on effectivement revenir en arrière, dans quelle mesure peut-on répondre aux injonctions de conserver une planète pour des générations futures qui puissent elles-mêmes se réadapter. Donc on voit au fond que toutes les thématiques sont déjà là pour nous faire réfléchir aujourd'hui ce que c'est la question de l'aménagement durable. Dernier point peut-être, pour clore, qu'est-ce que c'est cet urbanisme de l'humain? Première chose très importante, l'interdisciplinarité. La connaissance du milieu exige la confrontation des savoirs et des disciplines. Donc on se retrouve là au cœur avec un message qui est aujourd'hui excessivement important pour traiter la question environnementale, sinon ça devient une affaire de spécialistes. Et dernier point peut-être un des plus importants, c'est évidemment la question de l'homme. C'est toujours replacer l'homme au cœur de l'action urbaine. Et effectivement, l'urbaniste responsable, j'ai beaucoup aimé cette phrase, l'urbaniste responsable est celui qui défend les intérêts moraux des populations directement intéressées. Donc là, on voit ressurgir le maintien de cette critique contre l'urbanisme français technocratique.